Donc, on va commencer par prendre une grande respiration. On va inspirer le plus profondément possible. Et ensuite, on va expirer en se relâchant le plus possible, en se ramollissant le plus possible. Donc, on inspire. Et on expire. Et on se ramollit le plus possible. On est mou. Ça fait du bien. Là, on prend une petite gorgée de café. J'étais à ma session hebdomadaire de thérapie de groupe hier. Et là, je parlais au thérapeute principal qui mène le groupe, qui a été pendant une longue période mon thérapeute individuel également. Donc, il m'a longtemps entendu parler de tous ces thèmes que j'aborde dans la chaîne. Et là, il me disait qu'il avait une cliente qui, lorsqu'elle est sortie de sa maison de rétablissement, sa maison de réhabilitation, commençait à avoir des étourdissements chroniques non expliqués médicalement. Je lui ai dit, mais il y a une chaîne dédiée exclusivement presque ou spécifiquement aux étourdissements, aux vertiges et peut-être un peu moins aux symptômes visuels et auditifs. Et il n'était pas du tout au courant. Ça ne lui aurait jamais passé par l'esprit de se dire « Ah oui, ça doit être un peu comme Simon, la même façon qu'il a éliminé sa douleur, on peut appliquer la même technique aux étourdissements chroniques. » Ça ne lui serait jamais venu à l'esprit. Là, je lui ai expliqué, oui, non, c'est ça, c'est la chaîne du Dr. Yo, du Dr. Yonit Arthur, qui s'appelle The Steady Coach. Et ce qu'elle décrit est la même technique, à peu près la même technique, de très près. C'est la même technique appliquée aux étourdissements, aux vertiges, aux symptômes visuels. Il était très intéressé. Je lui disais que je n'étais pas surpris que les étourdissements aient commencé lorsqu'elle est sortie de la maison de réhabilitation. Parce que moi, c'est ça, ça fait longtemps que j'écoute ces gens parler de ces choses et souvent, dans la maison de réhabilitation pour la drogue, par exemple, on se sent en sécurité. Et là, tout d'un coup, il faut sortir dans le vrai monde, appliquer ce qu'on a appris. Aïe, aïe, aïe. Un moment stressant. Je ne suis pas surpris du tout du timing. Donc, j'espère que cette chaîne va pouvoir l'aider. J'ai envoyé le lien. J'ai offert mon aide, mais elle n'a pas vraiment besoin de mon aide, je crois, initialement, surtout parce que c'est une très bonne chaîne de Steady Coach. Il y a même un cours gratuit où on peut suivre un programme comme ça sans payer. Donc, tout ça est très intéressant. On va focuser principalement sur la chaîne de Steady Coach dans cette vidéo. J'échange des courriels en ce moment avec quelqu'un qui a des symptômes visuels. Et elle a regardé ma chaîne et elle s'est dit, tiens, ça ressemble un peu, lui, ce qu'il dit sur la douleur, à ma condition comme ça avec les symptômes visuels. C'était difficile pour elle de faire le pont entre les deux. Là, je lui ai dit, je l'ai dirigé vers la chaîne de Steady Coach. Là, elle trouve ça intéressant. J'imagine que, ultimement, oui, on pourrait dire à quelqu'un, écoute une chaîne de reconditionnement de la douleur, change le mot douleur par ton symptôme, étourdissement, neige visuelle, peu importe. Mais ça ne serait pas réaliste, surtout au début. On a besoin d'entendre notre symptôme particulier
Dans mon expérience, beaucoup de gens ont besoin de voir des histoires de succès de gens qui ont réussi avec leurs propres symptômes. Les gens, même, je dirais, sont désespérés pour ça. Ils demandent aux gens qui ont les chaînes, faites une histoire de succès avec ce symptôme. Je veux voir mon symptôme particulier. Ce qui est normal au début. Mais évidemment, je vais vous inviter de plus en plus à aller au-delà de ça et même rechercher d'autres symptômes et même rechercher des exemples de gens différents de vous. C'est un réflexe normal au début, lorsqu'on écoute des histoires de succès, de vouloir voir des gens avec qui on résonne. Ah, j'ai beaucoup résonné avec cette histoire, je me reconnais. C'est un reflet, c'est un miroir. Je me reconnais en cette personne. Mais plus le processus s'élargissait pour moi, plus j'essayais d'écouter des histoires de succès avec d'autres symptômes et aussi d'écouter des histoires de succès avec lesquelles je résonnais moins, dans lesquelles je me sentais moins reflété, des expériences différentes, pour voir l'étendue des mécanismes. Les mécanismes sont plus larges que vos mécanismes qui entretiennent les symptômes neuroplastiques, mais ils ne sont pas infinis. Il n'y a pas une infinité de mécanismes. Donc, ça peut être très utile d'aller au-delà de ses propres mécanismes. Je veux voir mon symptôme. Je veux voir quelqu'un qui me ressemble. Et là, faire une expansion et aller voir d'autres symptômes, d'autres types de gens, je vous promets, ce n'est pas infini. Ah, mais là, ça ne va jamais finir. Ça va finir. Il y a une finitude à tout ça. Et ça va vous élargir de votre conception, juste mes petits mécanismes à moi. Il y en a plus que les vôtres, mais ils ne sont pas infinis. Ils sont même relativement limités. C'est intéressant. Mais on va aborder le thème aussi de s'exposer à trop de contenu. C'est un thème qui est revenu récemment. Ou moi, je diffère des gens. On va explorer ça aussi, les différences entre les gens, à quel point les gens diffèrent. Comme moi, je l'ai déjà dit, plus j'absorbais de contenu, plus j'étais rassuré. C'était aussi simple que ça. Des fois, il y a des nuances, des fois, il y a des ondes de gris. Moi, c'était simple équation. Plus j'absorbe de contenu, plus je comprends, plus je suis rassuré. Mais, comme on va l'explorer dans cette vidéo, il y a des gens qui doivent opérer une espèce de danse délicate entre absorber le contenu, ok, mais là c'est trop, et là, aller justement s'exposer dans la réalité, oublier tout ça, le reconditionnement de la douleur, mais là, revenir. C'est ça, c'est une danse. Là c'est un équilibre entre les deux. Pour commencer, nous allons parler de reconsolidation de la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sur sa chaîne de Steady Coach, Yonit Arthur a fait une interview avec cette personne, Tori Holds. Si vous parlez anglais, ou si vous êtes le genre de personne qui est capable de suivre les vidéos en anglais avec des sous-titres, je vous conseille fortement d'aller directement à la source. Elle fait une interview avec Yonit Arthur, Tori Holds, sur la chaîne de Steady Coach, mais elle a sa propre chaîne. Et donc, dans les descriptions, je vais mettre un lien à la vidéo ou au concept que je vais essayer d'expliquer ici. Mais elle l'explique beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux. Donc, si les sous-titres ne sont pas trop désagréables pour vous, ou même si vous êtes très bien capable de suivre les sous-titres, allez à la source directement, la chaîne de Tori Holds. Tori Holds est vraiment quelqu'un de fascinant. Je vais essayer d'expliquer ici ce qu'est la reconsolidation de la mémoire selon elle et à quel point ça peut accélérer le processus. Donc, je vais finir mon café et nous allons commencer. La vidéo commence? Oui, c'est le début de la vidéo. Donc,
Qu'est-ce que la reconsolidation de la mémoire? J'espère que vous êtes familier avec le concept de la neuroplasticité. Dès qu'on réussit à éliminer les symptômes, c'est sûr que la neuroplasticité est en jeu. On modifie notre cerveau peu à peu. C'est relativement lent, mais c'est efficace. Mais ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a un processus encore plus rapide qui s'appelle la reconsolidation de la mémoire, où on peut modifier notre mémoire implicite assez rapidement. Le problème, c'est que ça prend des étapes avant de pouvoir en arriver là, de pouvoir faire ça. Mais lorsqu'on arrive à ce point, on peut modifier relativement rapidement notre mémoire implicite. Qu'est-ce que la mémoire implicite? Lorsque vous vous rappelez quelque chose consciemment, c'est votre mémoire explicite. Mais lorsque vous apprenez quelque chose, sans avoir à y penser, comme à conduire une bicyclette, par exemple, ça fait partie de votre mémoire implicite. Et de la même façon qu'on conduit une bicyclette, on apprend à se conduire d'une certaine façon dans la vie, sans avoir à y penser. Ça serait trop long. Toujours réfléchir. Toujours se servir de sa mémoire explicite. On a des apprentissages comme ça qu'on pourrait dire implicites. Donc lorsqu'on se retrouve devant une situation, c'est quelque chose qui se fait tout seul, dans un sens. On n'a pas besoin d'y penser. Nous sommes en pilote automatique. Et il y a une façon de modifier cela. Comment peut-on modifier notre mémoire implicite? Il y a certaines conditions qui doivent être rencontrées. Pour commencer, il faut que le réseau soit activé. Il faut qu'il y ait de l'électricité qui passe à travers le réseau, qui essaie de faire une prédiction. Il faut que nous soyons face à de l'information qui contredit la prédiction du réseau. Mais il faut que tout cela se passe pendant que nous sommes dans un état stable émotionnellement, pendant que nous sommes dans un état de régulation émotionnelle. Ça, c'est très rare que, sans qu'on réussisse à faire un travail pour arriver à ce point, que ces trois choses se passent en même temps, naturellement. Il y a un travail à faire. Mais lorsqu'on réussit à atteindre ce point, les choses vont bouger rapidement pour vous. On va prendre un exemple. Beaucoup de thérapie, selon elle, est très intellectuelle. On peut énumérer comme ça plein d'exemples qui vont contredire les prédictions du réseau. Par exemple, il y a une mémoire implicite en vous qui dit « Lorsque j'exprime mes vrais besoins, je suis rejeté. » Et là, vous pouvez énumérer autant d'exemples que vous voulez de fois où vous avez exprimé vos vrais besoins, mais sans être rejeté. Ça ne va pas corriger ou modifier la mémoire implicite. Il faut que le réseau soit activé. Il faut que vous rencontriez de l'information qui contredit la prédiction, mais surtout, et ça c'est l'aspect peut-être le plus difficile, il faut être dans un état de régulation émotionnelle. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut arriver? C'est ça, c'est que vous allez devenir inondé. Beaucoup de gens à qui je parle, vous devenez inondé comme ça. Dès que le réseau s'active, vous commencez à être inondé. Donc, il faut apprendre à cultiver la pleine conscience. En anglais, ils appellent ça mindfulness, pour être capable de rester comme ça avec ces choses-là dans un état stable, dans un état régulé émotionnellement. Donc là, vous allez aller dans la réalité et vous allez exprimer, si on continue avec cet exemple, vos vrais besoins à quelqu'un. Et lorsque la personne ne vous rejette pas, si vous réussissez à rester dans un état de régulation émotionnelle, il va y avoir une correction qui s'opère. Nouveau niveau de difficulté, vous êtes rejeté. Ouh, là les choses se compliquent.
Hein? Vous exprimez vos vrais besoins à quelqu'un et là, la personne vous rejette. Il y a un autre réseau de prédiction qui vous dit, depuis que vous êtes jeune probablement, lorsque je suis rejeté, lorsque j'exprime mes vrais besoins et que je suis rejeté, c'est un état intolérable que je dois éviter à tout prix. Et là, plus vous faites de travail comme ça pour être capable de rester régulé émotionnellement, là, vous allez être capable même de modifier ce circuit-là. Vous allez exprimer vos vrais besoins, quelqu'un va vous rejeter, et là, vous allez rester avec cette réaction au rejet en restant régulé. Et là, ça va corriger votre mémoire implicite. C'est lorsque j'exprime mes vrais besoins, que je me fais rejeter, c'est désagréable, mais ce n'est pas un état insupportable. Je l'ai supporté. C'était une expérience que j'ai traversée et c'était correct. J'ai survécu à l'expérience sans être endommagé. Moi, ça m'a pris du temps à atteindre ce niveau-là. J'avais beaucoup de difficultés avec le rejet. J'ai de moins en moins de difficultés. C'est un travail. Donc, si vous n'avez pas de problème avec les sous-titres, allez à la vidéo. J'ai fait de mon mieux pour l'expliquer. Je ne sais pas à quel point j'ai réussi. J'espère que vous voyez le parallèle avec les symptômes. J'ai commencé par les émotions parce que, comme je le dis toujours, on pivote du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. C'est vos émotions. Mais c'est la même chose pour les peurs ou les peurs poussées à leur extrême, les phobies. Si on est arachnophobe, il faut s'exposer aux araignées. Il faut que le réseau soit activé. Il faut qu'il soit contredit dans un état de régulation émotionnelle. Comme on le voit avec les gens qui ont peur des araignées, ils ont déjà fait des tests. Ceux qui dénient leur peur, non, j'ai pas peur, là, on les expose à des araignées, ne corrigent pas l'expérience. Ceux qui disent rien non plus, mais ceux qui avouent avoir peur, disent oui, j'ai peur de cette araignée, ont moins peur la deuxième fois qu'ils s'exposent à une araignée. C'est des études qu'ils ont faites. En anglais, ils appellent ça « name it to tame it ». Les mots sont importants. Pas essentiels ou crucial, mais importants. Name it to tame it, ça veut dire ça. Nommer pour apprivoiser. J'ai peur. J'ai peur. C'est correct. J'espère que vous voyez le lien avec les symptômes. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça qu'on fait des repérages somatiques. Les repérages somatiques, ce n'est pas l'activité en tant que telle, c'est comme aller au gym, c'est comme se pratiquer. Les symptômes sont activés, le réseau est activé, et là, on essaie de plus en plus de cultiver la pleine conscience. On reste avec l'activation dans un état le plus régulé émotionnellement possible. Et là, ça prend de la pratique. On va parler de ça. Rester régulé émotionnellement devant les hauts symptômes, les 8. Les 9, est-ce que j'ose le dire, les 9. On se pratique comme ça. Mais ça, c'est comme aller au gym lorsqu'on fait des repérages somatiques chez nous. Le but, c'est de se pratiquer pour que lorsqu'on va dans le monde, lorsqu'on va s'exposer, lorsqu'on va activer le réseau, lorsqu'on va essayer de le contredire, on va être capable de rester régulé émotionnellement. Donc, retournons au début de mon processus. Moi, je croyais, j'avais des prédictions dans mon cerveau qui me disaient si je marche 5 minutes, je vais avoir mal à X%. Si je marche 10 minutes, 15 minutes, je vais avoir encore plus mal. Plus je marche, plus j'ai mal. Voici la prédiction du réseau. Maintenant, j'ai commencé à marcher de plus en plus. Et au début, les prédictions du réseau étaient véridiques. Hein? Mon cerveau avait peur. Plus je marchais, plus j'avais mal. Mais là, à un moment donné, j'ai réalisé, oh mon Dieu, non, c'est ça, plus je marche, moins j'ai mal. Maintenant, je suis habitué à 5 minutes, je marche 15 minutes. Maintenant, je suis habitué à 15 minutes, je marche une demi-heure. Si je retourne à 15 minutes, ça me fait plus mal marcher 15 minutes. J'ai contredit le réseau
Et de plus en plus, en cultivant la pleine conscience, je suis capable de rester stable, régulé émotionnellement devant les activations du réseau. Que ce soit émotionnel ou symptomatique, j'espère que vous le savez, c'est la même chose. Vos symptômes sont des émotions. Il n'y a pas de différence, vraiment. Donc tout ça est très intéressant. Moi, je trouve ça fascinant. Je vous conseille la chaîne de Tori Holtz. J'en parlais avec quelqu'un, justement, qui a des symptômes visuels. Et là, voici sa réponse. Très intéressant. J'ai écouté l'extrait. Je comprends le concept. Se faire vivre une expérience contradictoire pour invalider la prédiction ou l'apprentissage du réseau et créer ainsi un nouvel apprentissage. Le problème, et là on souligne ça, le problème, ça c'est quelque chose que j'entends fréquemment. Le problème, 3 petits points. Là, les gens disent quelque chose qui n'est pas un problème, en fait. C'est ça. Le problème, c'est que je n'arrive pas à en faire quelque chose pour mon cas. Du moins, je peux le faire pour la partie émotionnelle, par exemple, partir de la croyance que ma vie est gâchée ou que je suis en danger et arriver à prouver le contraire à mon cerveau, mais je n'arrive pas à trouver un angle pour le faire avec les symptômes, au sens où je ne peux pas invalider la prédiction que mes symptômes seront là, quand je sors dans la rue par exemple, puisqu'ils sont toujours présents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça qu'elle nous dit, cette personne. En fait, j'ai le sentiment d'avoir réussi à court-circuiter la peur, mais je ne sais pas comment utiliser la méthode avec les sensations. Vous avez une idée? J'espère que ce que je veux dire n'est pas trop brouillon. À bientôt. Donc, le problème, c'est que vous voyez les symptômes comme un problème. C'est le seul problème. Les symptômes ne sont pas un problème. Si, par exemple, je dis « j'ai des cellules cancéreuses dans mon corps qui sont en train de se multiplier », ça, c'est un problème dans mon livre à moi. Il va falloir que j'aille faire quelque chose pour le régler. Il va falloir que j'aille régler ce problème. Je vais probablement aller voir un oncologue. Problème. Dès qu'on parle de symptômes neuroplastiques, il n'y a pas de problème. Peu importe ce que les symptômes font. J'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer le premier, mais je vais le faire juste au cas. Si les symptômes baissent, ce n'est pas un problème. Est-ce que j'avais besoin d'expliquer cela? Peut-être, parce que récemment, justement, je communiquais avec une autre personne, et là, elle me disait « Oh, en plein milieu d'un repérage somatique, les symptômes ont diminué drastiquement ou sont même disparus. » Je sais que ce n'est pas ça le but du repérage somatique, je le dis souvent. Et donc, les gens font comme « Oh, je sais que ce n'est pas ça le but du repérage somatique, mais je te dis, les symptômes ont baissé, les symptômes sont quasiment disparus. » Et c'est ça, ce n'est pas un problème, évidemment. Si vous êtes capable d'éteindre les symptômes, éteignez les symptômes, ne faites plus de repérage somatique. Moi, c'est comme ça que ça allait mon processus de plus en plus. Je parle souvent de mes 3 attitudes, l'indifférence, le oui, le non. Moi, je faisais le non. J'étais capable de plus en plus d'éteindre les symptômes avec mon esprit. Ça, il en parle peu dans les autres chaînes. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est plus je me pratiquais, plus j'étais capable d'éteindre les symptômes avec mon esprit, moins je faisais de repérage somatique, évidemment. J'en faisais de moins en moins. Pourquoi faire un repérage somatique si vous êtes capable d'éteindre les symptômes avec votre esprit? Comme j'en parlais dans la dernière vidéo, le livre de Scott Brady, lui, il met l'emphase surtout sur le non. Eux, ils ne font pas de repérage somatique. C'est beaucoup basé sur Sarno. Donc oui, si les symptômes baissent, ce n'est pas un problème. Si vous êtes capable de les éteindre avec votre esprit, pas un problème. Moi, j'étais souvent capable, de plus en plus capable, mais pas toujours. Et là, c'est ça, c'est cultiver le oui aussi. Le oui, c'est les repérages somatiques, on va en parler beaucoup dans cette vidéo. Et surtout, cultiver l'indifférence. Donc, si les symptômes baissent, pas un problème, même pendant un repérage somatique. Si les symptômes restent
au même niveau constamment, pas un problème. Pas un problème. Ça, c'est ça. Les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Si les symptômes montent, ce n'est pas un problème. Mais dans un sens, on va explorer ça beaucoup, c'est presque plus rassurant quand les symptômes montent, quand les symptômes fluctuent, c'est ça. Quand ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. On a beaucoup de cas d'exception. Et il y a des gens qui trouvent ça plus difficile quand les symptômes sont toujours constants. Il n'y a pas de fluctuation. Difficile d'avoir des cas d'exception. On va explorer ça dans cette vidéo. Nous allons parler principalement de 2 histoires de succès dans cette vidéo. J'ai envoyé à cette personne qui a des symptômes visuels 2 histoires de succès de gens qui avaient des symptômes visuels. La première, c'est l'histoire de Réa. Je vais inclure le lien dans la description. Je vous conseille fortement d'écouter des histoires de succès avec des sous-titres, d'écouter des histoires de succès d'autres symptômes. Vous allez voir, oh mon Dieu, c'est le même processus que pour la douleur, mais pour les symptômes visuels ou pour le vertige. Même processus. Donc, vous allez vous exposer à d'autres symptômes, mais vous allez vous exposer aussi à d'autres conditions initiales, d'autres sortes de personnes. Comme elle, son cas est intéressant. Les symptômes ont émergé alors que tout allait bien dans sa vie. Elle se mariait même. Elle exposait une étape où je suis tellement heureuse et là tout d'un coup, il y a eu des symptômes. Il faut commencer à se familiariser avec le fait que le stress, c'est le stress. Le stress se fout du positif ou du négatif. Il n'y a pas de stress positif, de stress négatif au sens où, oui, se faire renvoyer de son travail, c'est stressant, mais se marier aussi, c'est extrêmement stressant. Il y a d'autres mécanismes qui font que quand les choses vont bien, les symptômes peuvent émerger, mais je ne vais pas les explorer dans cette vidéo. Je l'ai déjà exploré dans des vidéos sur David Clark, par exemple, mais on va en rester là pour ce thème. Mais il est possible, oui, que les symptômes montent lorsque ça va bien dans notre vie. Lorsqu'on a un bon travail, lorsqu'on est dans une bonne relation, boum, les symptômes peuvent émerger. Donc, c'est important de s'exposer comme ça à des cas. Ce n'est pas toujours « Ah, c'est quand j'ai perdu mon travail. Ah, c'est quand mon conjoint est mort. » Ce n'est pas toujours des chocs émotionnels de ce genre-là. Donc déjà là, c'est intéressant. Réa, elle avait des symptômes visuels et elle a eu beaucoup de difficultés à se convaincre que la technique, j'imagine elle a eu encore plus de difficultés avec la douleur, mais que la technique du Dr. Yo pour les étourdissements, le vertige, s'appliquait aux symptômes visuels. Elle n'arrêtait pas de demander comme ça, de se faire rassurer. Vous êtes sûr que ça s'applique aux symptômes visuels? Oui. Vous êtes sûr que ça s'applique aux symptômes visuels? Oui. Oui, 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 ça s'applique, ça s'applique. Et elle, c'est le genre de personne qui n'a pas eu ces fluctuations drastiques. C'est le genre de personne, on entend plusieurs histoires de succès du genre, où les symptômes sont disparus très, très, très graduellement. Tellement graduellement, et ça, les gens ont beaucoup de difficultés à se l'imaginer initialement, qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Quoi? Comment on peut ne pas s'en rendre compte? Je suis obsédé par les symptômes, je vérifie mes symptômes constamment. Tu es en train de dire que je ne me rendrai pas compte que les symptômes s'en vont? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Il utilise un thème très visuel, justement. She switched her focus. Elle a changé son focus sur ce sur quoi elle focus. Plus les symptômes. Autre chose. Qu'a-t-elle fait? Quelque chose de très inspirant. Elle a décidé de tomber enceinte alors qu'elle avait encore les symptômes. Elle avait très peur de tomber enceinte. Elle a décidé de le faire au milieu des symptômes. C'est ça la stratégie. Peu importe que vos symptômes vont s'en aller tellement graduellement que vous ne vous en rendez pas compte ou que vous avez des espèces de fluctuations vraiment incroyables ou vous avez plein de cas d'exception,
il faut pivoter son attention, son focus. Il faut faire ce qu'on veut faire avant que les symptômes s'en aillent. Il ne faut pas attendre que les symptômes s'en aillent. C'est quand les symptômes vont être partis, je vais tomber enceinte. Non, non. C'est le contraire. Vous faites le contraire de ce qu'il faut faire. Tomber enceinte, c'est ça qui va faire que les symptômes s'en vont. Ah, c'est ça qui me dit, ah, mais je vais aller tomber enceinte. Trouvez votre propre équivalent. Je ne vous dis pas en ce moment de tomber enceinte, surtout si vous êtes un homme, un mâle. C'est la pire stratégie. Je vais faire X, Y, Z lorsque les symptômes vont être partis. Non, c'est ça. Vous venez de savoir ce qu'il faut faire. Il faut faire X, Y, Z au milieu des symptômes. C'est ça qui va faire que vous allez changer votre focus. Plus sur les symptômes, mais sur X, Y, Z. Tomber enceinte. Aller à travers la grossesse. Donner naissance à l'enfant. Prendre soin de l'enfant. Changer de focus. Ne jamais attendre. Je vais faire X, Y, Z quand les symptômes vont être partis. Non. Faites X, Y, Z. C'est ça qui fait que les symptômes s'en vont. C'est la clé. Donc ça, c'est très drastique. Tomber enceinte. C'est une des grosses décisions dans la vie d'un individu. Ça n'a pas besoin d'être aussi drastique. Maintenant, nous allons étudier un autre cas, le cas de Stephen. Je vais l'inclure aussi dans les notes, l'histoire de succès de Stephen. Lui aussi, il est très intéressant. J'essaie de vous montrer des exceptions ici. Pourquoi? Parce que Dr. Yu nous dit qu'environ 80% des gens qui viennent la voir, qui viennent la consulter, ont la personnalité typique qui va développer les symptômes. J'espère que vous la connaissez, j'espère que je n'ai pas besoin de refaire les points dans cette vidéo. Il y a une personnalité typique. Certaines personnes n'ont pas tous les aspects, mais plusieurs. Il y a une personnalité typique qui va développer les symptômes. Elle nous dit que c'est 80% des gens qui viennent la voir, mais il y a un 20% pour qui ça ne correspond pas. Et comme nous explique Stephen, lui, ça a créé beaucoup de doutes initialement, parce qu'il se disait « Oh, le doute s'accroche à n'importe quoi. » Toujours travailler notre doute. Les symptômes vivent dans notre doute, dans nos zones d'ombre, nos zones de doute. C'est là qu'ils prolifèrent, les symptômes, le doute. Et au début, il avait extrêmement de doute. Il disait « Je n'ai pas cette personnalité typique. » Et elle était extrêmement contente qu'il fasse une histoire de succès pour ces 20% de gens qui n'ont pas la personnalité type. Et lui, donc, c'est un peu l'histoire de succès de base. C'est-à-dire, il n'a pas à faire ce travail plus profond émotionnellement, il n'a qu'à faire le reconditionnement de la insérer vos symptômes, de la douleur. Dans son cas, étourdissement, symptômes visuels. Je lui ai envoyé un extrait de cette histoire de succès, parce que je crois qu'elle est un peu tannée de, c'est une expression québécoise, elle est un peu fatiguée d'un trop de contenu. On va explorer ce thème. Et Stephen, d'ailleurs, en parle de cette danse délicate où il est exposé à trop de contenu, et là, il se tannait, « Ah, j'arrête de faire ça, ça m'énerve, je vais juste vivre ma vie. » Ça, c'est intéressant, ça. C'est bon aussi, cette espèce de mouvement, de va-et-vient. S'exposer, « Ah, c'est trop, j'arrête, je vais juste vivre ma vie. » Excellent! Et là, vous allez vivre votre vie, il va y avoir du feedback, et là, peut-être, vous allez retourner. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Là, retourner au contenu. Nouvelle compréhension. Vous allez retourner au contenu à un nouveau niveau. Et là, à un moment donné, il était dans une de ces phases. Là. Trop de contenu. Là, je suis tanné. Je vais juste... Il ne faisait pas assez, c'est ça. De plus en plus, il marchait, il ne restait plus chez lui. Oui, il faisait des choses, mais il y avait encore beaucoup de crainte. Il se retenait. Et là, une journée, il s'est dit, tant pis, j'ai le goût de faire de l'exercice extrême. J'ai le goût de faire de l'exercice comme je faisais avant au point où je suis tellement essoufflé là, que j'ai presque mal au cœur. Ça lui manquait, ça. Il s'est dit, j'y vais, tant pis, je fais ce que j'ai à faire. Si ça empire, ça empire. Je n'en ai plus rien à foutre. Et ça, c'est toujours un point tournant dans les histoires des gens.
lorsqu'on atteint ce point, hein, on s'est exposé à de la connaissance, on commence à comprendre le concept, mais on est encore un petit peu trop prudent, réticent. Oh, je marche de plus en plus, mais j'ai peur de courir. Et là, d'un coup, on dit, tant pis, je m'en fous. Je suis tanné même de lire les livres, de regarder les vidéos. Je vais aller courir. Donc, on n'a pas besoin de tomber enceinte. On n'a pas besoin d'être aussi drastique. De quoi avez-vous peur? On va explorer ça dans cette vidéo de plus en plus. La peur, de quoi avez-vous peur? Lui, il avait peur. Il l'a dit, il dit, oui, j'avais peur. Faut pas faire semblant. Non, non, j'avais pas peur. Il y a une partie de nous, une partie. Tori Holds, elle, c'est principalement le système familial intérieur. Hein? Nous avons des parties. Ce n'est pas moi, c'est une partie de moi qui a peur. On est capable de prendre une distance. Oui, oui, on le reconnaît. Il y a une partie de moi qui a peur, mais on est capable de l'observer comme ça avec pleine conscience, avec recul, sans être inondé par la peur. Si vous êtes encore à l'étape où vous êtes inondé par la peur, ça peut se retourner contre vous. Vous êtes complètement terrifié. Mais si de plus en plus vous cultivez cette attitude de recul, de pleine conscience, ah, c'est une partie de moi qui est terrifiée, c'est tout, c'est normal. Là, il est allé courir le plus vite qu'il pouvait. Au début, il a fait un petit jogging, mais là, pour revenir chez lui, il a fait un sprint total. Et lui, il était comme cette personne. C'est-à-dire, les symptômes étaient constants. Ils n'étaient jamais disparus depuis le début du processus. Et là, lorsqu'il a arrêté de courir, lorsqu'il a arrêté son sprint, les symptômes sont disparus pour une semaine. Une semaine. Méditez là-dessus. Les symptômes sont partis pour une semaine. Il s'est dit, je m'en fous, je suis tanné, j'ai atteint ce point, je fais ce que j'ai à faire. Si ça empire, ça empire. Je m'en fous maintenant, je fais ce que je veux. J'ai le goût de courir, je cours. Il a couru, il a sprinté, les symptômes sont disparus pour une semaine. Quel cas d'exception. Et là, il nous dit qu'après une semaine, il a eu peur. Il s'est dit, et tout d'un coup que ça revient. C'est revenu. Il voyait le lien direct entre sa peur que ça revienne et le retour des symptômes. Je me suis beaucoup reconnu dans cette partie de son témoignage. Moi, de plus en plus, je vais parler de mon expérience, et je vais revenir à Steven, j'étais confortable, j'étais capable, parce que je me pratiquais avec les repérages somatiques, avec ce que Sam Miller appelle le allowing, j'étais capable de plus en plus de rester avec des hauts symptômes, des 8, des 9, en restant régulé émotionnellement. Je vais être complètement honnête avec vous, je manque de pratique en ce moment. Vous me donnez un 8 là, en ce moment, je ne crois pas que je vais bien gérer, je manque un peu de pratique, mais c'est comme la bicyclette. Je crois que je m'en souviendrai relativement rapidement. Ça commence à être implicite en moi. Mais là, vous me donnez un 8, là, comme ça, en ce moment, je ne crois pas que je réagis bien, mais je me repratiquerai, je me régulerai émotionnellement, je serai capable de rester avec le 8 de façon régulée. Donc, je n'avais plus peur des 8. À ce moment-là, si vous m'aviez demandé, as-tu peur des symptômes? J'aurais dit non, je suis de plus en plus confortable avec les 8. Mais là, les symptômes sont disparus. J'avais des zéros pour la première fois, des zéros. Et là, j'ai eu extrêmement peur que les symptômes reviennent. Pourquoi? Je raisonnais avec mon cerveau, j'essayais de rationaliser. Ce n'est pas rationnel, évidemment. Je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, on était confortable, régulé émotionnellement devant un 8. Et là, on est à 0 et tu as peur que ce 8 revienne, ce 8 avec lequel on était de plus en plus confortable. Pourquoi as-tu peur que le 8 revienne? Et c'est là qu'on réalise qu'on ne se rétablit pas des symptômes, on se rétablit de la peur. La peur. Si vous êtes à l'étape, dites non, moi j'ai plus peur, je suis de plus en plus confortable avec les symptômes. Attendez qu'ils disparaissent. Et là, dites-moi si vous avez peur qu'ils reviennent. Ces symptômes avec lesquels vous étiez de plus en plus confortable, c'est la peur. On se rétablit de la peur, pas des symptômes. C'est la peur. C'est la peur.
Et là, il a atteint le fond du... On revient à Steven. Là. Il a atteint le fond du baril, il s'en est ressorti, et là, il a été capable de... Les symptômes sont revenus, mais les symptômes sont repartis, et là, il était capable d'être avec des zéros sans avoir peur qu'ils reviennent. Et c'est ça le point qu'il faut atteindre. On n'est pas rétabli lorsque les symptômes s'en vont, on est rétabli lorsqu'on n'a plus peur qu'ils restent. Et ils peuvent rester. Les symptômes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas un problème. On n'est pas rétabli quand les symptômes s'en vont. On est rétabli lorsqu'on n'a plus peur qu'ils restent, pour toujours même. Oui, c'est rassurant, l'idée ça va passer, mais moi j'ai déjà atteint des niveaux, je me disais, et si ça restait le reste de ma vie, je m'en fous. C'est pas dangereux, c'est pas le cancer. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. C'est pas en train d'endommager quoi que ce soit. Il n'y a pas de danger. J'étais en paix avec cette idée. Les symptômes peuvent rester et lorsqu'ils s'en viennent, les symptômes peuvent revenir. J'en suis à ce point-là en ce moment. Je n'ai pas de symptômes en ce moment. Et l'idée qu'ils reviennent ne me fait pas un pli. Et s'ils revenaient, c'est pas grave. Je suis rétabli. Donc ici, nous avons deux cas complètement différents. Mais les deux ont fait la même chose. Réa est tombée enceinte. Elle n'a pas attendu que les symptômes s'en aillent pour tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. C'est ça qui a fait que les symptômes sont partis. Elle a changé son focus. Mais pour elle, les symptômes sont partis tellement graduellement qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Ça, je sais que c'est difficile à imaginer. Mais moi, je lui ai expliqué à cette personne que c'était comme ça avec les acouphènes. On a une capacité d'attention limitée. Moi, j'ai même des symptômes visuels. Lorsque j'y porte attention, j'ai des boules comme ça qui bougent souvent à travers ma vision, qui ressemblent un peu à des dessins de molécules. Je n'y porte aucune attention. Moi, j'avais des acouphènes. Si je suis dans une pièce silencieuse et que je ne fais plus de bruit, et que j'y porte attention, le son augmente. Oui, il y a des sifflements, comme on appelle ici au Québec. Il y a des petits sons aigus dans mes oreilles. Je n'y porte pas attention. On a une capacité limitée d'attention. Si vous pensez que les symptômes sont un problème, comment votre cerveau pourrait ne pas focusser sur les symptômes? Problème, il faut le régler. Changez votre focus. Et là, étant donné votre capacité d'attention est limitée, si vous mettez toute votre attention sur quelque chose d'autre, il n'y aura plus d'attention disponible pour les symptômes. On change notre focus. On tombe enceinte, on fait du jogging, on se fout des symptômes. Donc elle nous dit qu'elle n'a même pas réalisé, Réa, elle nous dit, je n'ai même pas réalisé lorsque les symptômes sont partis. De plus en plus, je me disais, ah tiens, y a-t-il encore des symptômes? Et là, si elle y portait attention, comme moi je viens de porter attention à mon ouïe, comme en ce moment je regarde peut-être, oui, il y a des flotteurs, comme ils appellent en anglais dans ma vision. Elle a dit, si j'y porte attention, oui, il y a encore des symptômes, mais si on veut utiliser la métaphore pour les acouphènes, j'ai baissé le volume à un tel point que ça ne me dérange plus. Et là, elle était dans un supermarché, une épicerie, et là, elle se demandait, ai-je encore des symptômes? Et là, si elle regardait, oui, il y avait des phénomènes étranges dans sa vision. Moi, si je remarque, oui, il y a des sons aigus dans mes oreilles, c'est pas important. Mon attention est sur d'autres choses. Il n'y a pas assez d'attention dans mon cerveau pour focusser sur ça puis ça. Je m'en fous complètement. Et là, elle a réalisé, oh mon Dieu, je suis rétabli. Oui, si je focus sur mon champ visuel, il y a des phénomènes étranges, mais je m'en occupe plus. Je m'occupe de quoi? De mon bébé. Mon nouveau bébé. Donc ça, c'est intéressant, l'histoire de Réa. Tellement graduellement qu'on ne s'en rend pas compte. D'habitude, ça, c'est plus long. Ceux qui nous disent ça, c'est souvent étalé sur 1 an, 2 ans peut-être même. On ne met pas de date. On s'en fout. C'est plus long. Ça s'en va tellement graduellement qu'ils ne s'en rendent pas compte. Très typique d'entendre ça. Mais il y en a d'autres comme Steven qui font des gestes drastiques. Et là, les symptômes montent drastiquement ou baissent drastiquement. Et là, c'est un énorme cas d'exception. Et là, on travaille avec ça. Et là, il m'écrit un autre message par rapport à Steven. Ah ah!
Je vois la logique. J'ai l'impression que c'est la façon de faire que j'adopte depuis plusieurs semaines. J'avais très peur de ressortir la nuit et je l'ai fait. Maintenant, je le fais régulièrement, tout à fait naturellement. Cependant, ce qui me faisait encore plus peur, c'était de reconduire la nuit. Quand je savais que j'allais finir le travail tard le soir et qu'il ferait nuit, j'y allais en transport en commun et revenais de la même façon. Mais depuis la semaine dernière, j'ai conduit 2 fois mon scooter de nuit. Point d'exclamation. C'était vraiment ma plus grande peur. En fait, j'ai l'impression de chercher des choses à faire en plus de ce que je fais déjà. Essayer de trouver d'autres clés. Mais si ça se trouve, je suis dans la bonne voie et je n'ai qu'à continuer comme ça. Parfois, j'ai l'impression de me perdre quand je regarde beaucoup de contenu. Alors que dans les premiers jours du reconditionnement, les choses me semblaient assez claires. Oui, en effet, des fois, on peut se perdre. Des fois, je me perds dans les broussailles du reconditionnement et j'oublie d'aller à l'essentiel. Mais là, on y retourne à l'essentiel. En effet, oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut agir le plus normalement possible. Donc, conduire son scooter la nuit. Exactement. Je vais retourner à la métaphore ultime. Votre subconscient vous observe. C'est un spectateur. Vous êtes un acteur. Vous essayez de jouer le rôle de la personne en santé de la façon la plus convaincante possible. Est-ce que quelqu'un en santé conduit son scooter chaque nuit s'il en a envie? Oui. Oui. Donc, on défie nos peurs reliées aux symptômes. Est-ce qu'on a peur de conduire son scooter la nuit à cause des symptômes? Oui, on conduit de plus en plus notre scooter la nuit en restant régulé émotionnellement. Mais ça, ce sont des peurs que j'appelle symptômes centriques. Pensez à ne plus... Il faut agir comme si on est déjà en santé. Comme si on n'a plus de symptômes. Si on n'a plus de symptômes, est-ce qu'on tombe enceinte? Oui. Si on n'a plus de symptômes, est-ce qu'on va jogger si on a envie de jogger? Si on a envie de sprinter? Oui. Si on n'a plus de symptômes, est-ce qu'on conduit son scooter la nuit chaque fois que ça nous tente? Oui. Oui, oui, oui. 3 fois oui, 1000 fois oui. Très important. Mais on peut aller plus loin. Il faut défier ses peurs. Les peurs qui ne sont pas symptômes centriques. Posez-vous cette question. Avant les symptômes, est-ce que j'avais peur de conduire un scooter la nuit? Ou une fois que je n'aurai plus de symptômes, est-ce que je vais avoir peur de conduire un scooter la nuit? Non. De quoi ai-je peur? De quoi avais-je peur avant les symptômes? De quoi aurais-je peur une fois qu'il n'y aura plus de symptômes? C'est ces peurs-là qu'on défie. Surtout si on a une espèce d'exagération de la peur qui s'appelle une phobie. Vous êtes agoraphobe. Il faut défier l'agoraphobie. Il faut défier nos peurs. Pas les peurs symptômes centriques. On se fout des symptômes. On focus sur nos vraies peurs. Nos vraies peurs. Comme dans mon cas, commencer une chaîne YouTube. Terrifiant. Comme je lui disais, moi, depuis que j'ai plus de symptômes, j'ai eu une grosse épisode d'anxiété cet été, si vous regardez mes vidéos, je challenge beaucoup moins mes peurs. Samedi, j'ai challengé mes peurs à un point où je tremblais un peu. C'est toujours bon. On challenge, on défie nos peurs. Pas les peurs symptômes centriques. Les peurs reliées aux symptômes. Les autres peurs, les vraies peurs, plus profondes, comme avoir un enfant. 50 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. On est vraiment allé ici à l'essence du reconditionnement de la douleur. C'est un thème qui est revenu avec une autre personne avec qui j'interagis dans les courriels. C'est trop de contenu. Des fois, c'est une danse. Et ce n'est pas, comme j'expliquais à cette personne, moi je suis un grand fan de la programmation neuro-linguistique, la PNL. Comme ils nous disent en PNL, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, ce n'est que du feedback. Des fois, il faut qu'on absorbe trop de contenu pour réaliser, oh, ok, trop de contenu. Je vais plus dans l'exposition graduelle dans la vie.
Et là, j'ai besoin de quelques clés, j'ai besoin de quelques réponses, ou je reviens au contenu. Une danse délicate. Il n'y a pas d'erreur. Si on essaie d'aller trop vite, trop intense, dans le reconditionnement de la douleur, c'est pas une erreur. Il faut aller trop vite, il faut aller trop intense, faire comme ouf, on reçoit du feedback. Je crois pas que c'est bon. Je vais ralentir un peu. Là. Je vais ralentir. Ou je suis trop dans la théorie. Je vais aller m'exposer plus. Si on est trop dans la théorie, c'était pas une erreur, c'est du feedback utile pour changer notre attitude. Mais tout le monde est différent. C'est vraiment un des points centraux de cette vidéo. Moi, plus j'absorbais le contenu, plus j'étais rassuré. Mais des fois, j'ai la tendance à tout, pour utiliser un bon mot français, dumper le contenu sur les gens d'un coup, alors que moi, j'ai absorbé ça très graduellement. Moi, je les ai fait un à la fois. Tanner Murtaugh. J'avais plus de vidéos de Tanner Murtaugh. Qu'est-ce que je vais faire? Jim Prusak. Il n'y a plus de Jim Prusak. Dan Buglio. Un à la fois. Mais plus moi je regardais de vidéos, plus j'étais rassuré parce que je faisais de plus en plus. Je ne regardais pas les vidéos en rafale. J'allais faire des activités, mais là je revenais à mes activités, là je me disais, j'en ai trop fait, je paye. Ça c'est un thème qui est revenu cette semaine. Je me suis joint à un groupe de gens en douleur chronique en personne, et ça c'est un thème qui revient constamment. Payer, ils payent. Ou j'en ai trop fait, mais je vais payer. Ils le prédisent d'avance. Ne prédisez pas vos symptômes. Ou si je fais tant d'activités, je vais payer le prix. Vous n'avez pas besoin de payer. Il n'y a pas de dette. Ou là, c'est ça, j'allais faire du jogging, comme Steven, je revenais chez moi, les symptômes étaient hauts. Des fois, ça baissait. Des fois, j'avais des cas d'exception comme ça. J'avais 8 sur 10, j'allais faire du jogging, je revenais, j'étais à 0. Et là, je ne regardais pas de vidéo. Mais là, des fois, j'étais à 0, je me disais, j'ai goût de faire du jogging, j'allais faire du jogging, et là, en venant du jogging, j'étais à 8. J'en ai trop fait. Je paye le prix, je regardais une vidéo. Tu ne payes pas le prix, il n'y a pas de dette, il n'y a rien à payer, c'est normal. Les symptômes qui baissent, pas un problème. Les symptômes qui restent pareils, c'est pas un problème. Les symptômes qui montent, pas un problème. Ça fait partie du processus. Là, ça me rassurait. Oui, c'est vrai, j'en ai pas trop fait. Je n'ai pas à payer quoi que ce soit. C'est gratuit. Il n'y a pas de dette. Si j'en fais tant, il faut que je paye, je paye. Il n'y a rien à payer. Donc moi, plus je regardais de vidéos, intersemées comme ça, entre les activités, plus ça me rassurait. Mais oui, en effet, on peut s'exposer à trop de contenu. C'est un équilibre. C'est une danse délicate. Et Steven en parle dans son excellente histoire de succès, qui est, je considère, la base. L'histoire de Steven, c'est vraiment le reconditionnement de la douleur. Lui, c'est allé relativement vite, justement. Le plus basique. Il n'a pas eu besoin de faire un travail émotionnel où il dit dès le début de l'interview, j'ai eu besoin d'apprendre à imposer mes limites. J'ai eu besoin d'apprendre à dire mes vrais besoins aux gens. Comme on explorait au début de la vidéo. Il n'a pas eu à faire, lui, tout ce travail-là. Il avait simplement, il est parti dans une boucle de peur des symptômes et il a réussi à s'en ressortir. Il a réussi à en ressortir. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Je fais moins de vidéos en ce moment. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ces 2 histoires de succès. Si vous n'êtes pas des grands fans des histoires de succès, c'est toujours bon d'en regarder quelques-unes, et ces 2-là sont vraiment excellentes. Elles représentent bien le spectre. C'est des gens qui voient leurs symptômes diminuer tellement au long terme, tellement graduellement qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et des gens comme Steven qui font des gestes drastiques
et qui voient comme ça des cas d'exception énormes où ils tombent à zéro comme ça pendant une semaine. Moi, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé, mais étant donné que je regarde plein d'histoires de succès, je sais qu'il y a d'autres sortes de rétablissement. Et c'est extrêmement rassurant. Donc, c'est ça la technique. Quel est le reconditionnement de la douleur dans son essence? L'art de se rassurer. Donc, si ça devient trop complexe, le contenu, peut-être simplifier, c'est vrai. Peut-être aller à Dan Buglio. Toujours se demander qu'est-ce qui est plus rassurant. Complexifier ou simplifier? Je ne sais pas pour vous. Pour moi, simplifier, c'est beaucoup plus rassurant. Vous me donnez deux mots comme ça. Complexifier ou simplifier? Simplifier, c'est rassurant. Et moi, ça a été ça, la technique. L'art de me rassurer, l'art de simplifier. J'ai commencé avec le plus complexe, Dan Omerta. J'ai fini avec le plus simple, Dan Buglio. Il n'y a pas de problème à régler. Les symptômes neuroplastiques ne sont pas un problème. Si ça baisse, ce n'est pas un problème. Si ça monte, ce n'est pas un problème. Si ça reste pareil tout le temps, ce n'est pas un problème. Si vous pivotez, si vous changez votre focus, pour utiliser un terme visuel, votre capacité d'attention est limitée, les symptômes vont simplement diminuer au point où vous ne les remarquez plus. Vous ne saurez même pas lorsqu'ils sont partis.